Boomerang Éditeur Jeunesse présente La vie inattendue de Tom Riley. Tome 1, La Révélation. Un livre écrit par William Harbour, lu par Joachim Lamoureux. À ma tendre épouse, ma première lectrice et correctrice, merci pour tes précieux conseils. À ma très chère fille, bonne lecture, ma grande. Chapitre 1. La légende de l'ange. Le jour allait bientôt se lever, et la première neige automnale tombait tout doucement. Cela faisait maintenant 4 heures qu'il s'était tapi à l'intérieur d'un chariot rempli de foin. Depuis un bon moment déjà, il n'en pouvait plus de se terrer dans cette planque. Il aurait bien pris quelques minutes pour se gratter et enlever les herbes séchées de ses oreilles, de sa bouche, de son manteau. Mais impossible, il lui fallait avant tout mener sa mission. Car l'être qu'il guettait avait déjà causé assez de tort et ne devait en aucun cas demeurer en liberté. Soudain, une grande silhouette apparut près de la clôture de l'enclos à moutons des Jones, à une 50aine de mètres de lui environ. Il espérait que celui qui l'épiait se dirigeait à présent vers le poulailler pour y voler des œufs, s'approchant ainsi considérablement de sa cachette. Mais le géant ne fit que quelques pas dans cette direction avant de s'immobiliser. Le jeune homme le reconnut tout de même. C'était bien le Sasquatch solitaire prénommé Grim, soupçonné de plusieurs vols et d'un meurtre dans ce petit village de Pennsylvanie. Celui-ci était cependant encore trop loin pour envisager de le capturer avant qu'il n'atteigne la forêt voisine. Toujours dissimulé dans le chariot, le traqueur se dit qu'en dépit de la forte odeur de crottin qui empestait les parages, son adversaire avait déjà dû renifler sa présence. Il n'y avait donc aucune question à se poser. Il fallait foncer. En bondissant hors de sa cachette, il se rendit compte que ses jambes ne lui obéissaient qu'à moitié, engourdies par le froid et les heures passées recroquevillées à attendre sagement sans bouger. De son côté, le Sasquatch, malgré sa carrure imposante et son allure menaçante, se sauvait à vive allure vers les bois. De toute évidence, il avait compris qu'il avait affaire à un redoutable chasseur de monstres. Ce dernier, poussé par l'adrénaline et sa soif de faire justice, accélérait sa course et gagnait du terrain sur Grim. Toutefois, le Sasquatch criminel parvint sans difficulté jusqu'à la forêt, son territoire. Pendant 1 minute encore, l'homme put le suivre à vue. Mais ensuite, il dut faire valoir ses talents de pisteur. Il le poursuivait ainsi pendant un bon quart d'heure, trouvant ses traces de pas ici et là dans la fine couche de neige fraîchement tombée. Il avait par contre la fâcheuse impression de se faire distancer un peu plus chaque seconde. Puis, un coup de feu retentit. Bien que la direction d'où il provenait ne correspondît pas exactement à l'endroit où semblait le mener la piste de Grim, il fit confiance à son instinct, qui lui dictait de se précipiter vers ce lieu où un second coup de feu venait à peine d'être tiré. Il courait à toute vitesse, trop vite en fait, car après avoir sauté entre les branches fournies de 2 sapins, il trébucha et se retrouva dans une clairière, le visage à moins de 2 mètres d'une ours. L'imposant mammifère gisait au sol, sans vie, avec 2 balles dans le corps et du sang ruisselant sur son doux pelage. La plupart des gens auraient poussé un soupir de soulagement, mais lui ressentit un mélange de tristesse et de colère. D'une part, il savait qu'il n'avait plus aucune chance de rattraper Grim, et d'autre part, il se doutait bien que des braconniers se tenaient non loin de lui. Il avait un grand respect pour la vie animale, et ne pouvait supporter cette scène désolante. En se redressant, il vit 3 hommes à l'apparence négligée pris de panique, carabine à la main pointée en sa direction. Ceux-là seraient sûrement réticents à laisser partir le témoin de leur crime. Un seul d'entre eux, toutefois, semblait avoir l'audace de commettre l'acte irréparable. Cet homme avait un regard impossible à oublier. Ses yeux étaient creux et veineux, sans autre expression que l'envie de faire du mal. Il tira une seule fois.
Désolé de t'interrompre, John, mais ton fils Robert vient de téléphoner. Il sera là dans 10 minutes. » Kate Riley venait d'entr'ouvrir la porte de la chambre de son fils pour s'adresser à son beau-père qu'elle affectionnait beaucoup. « Maman, pourquoi tu interromps toujours les histoires de grand-papa au moment le plus excitant? » lui répondit le garçon de 6 ans. « Désolé, mon chéri, mais comme ton oncle arrivera bientôt, je n'avais pas trop le choix. »« Tu crois qu'il apportera un cadeau à papa pour son anniversaire? » demanda l'enfant à son grand-père. « Est-ce que je pourrais être là pour le voir le déballer? »« Eh bien, je n'en ai que pour 10 minutes avec mon histoire, alors pourquoi pas? » Tom aimait beaucoup son oncle, qui se comportait avec lui comme un grand frère. Il n'était pas aussi sérieux et strict que la plupart des adultes. Kate aurait toutefois préféré que son fils s'endorme tôt, puisqu'il avait sa toute première journée d'école le lendemain. Or, elle savait que cela pouvait bien s'étirer sur plus d'1 heure encore, avant que le garçon ne se couche finalement s'il était autorisé à assister à la remise du présent. Elle se doutait bien, par ailleurs, que son mari ne recevrait pas un cadeau très palpitant de la part de son frère, sans doute un piston, une bielle ou une courroie pour la vieille Mercury Custom 1949 qui gisait dans le garage. Mais elle n'eut pas envie de contredire son beau-père et se contenta d'acquiescer par un hochement de tête et d'esquisser un petit sourire avant de refermer la porte. « Dis, grand-père, il ne lui a pas vraiment tiré dessus, hein? »« Oh que si! » s'empressa de répondre l'homme aux cheveux grisonnants en rouvrant son grand livre à l'épaisse couverture rouge, marqué de jolis motifs dorés. « Mais alors il l'a manqué? L'homme a évité la balle grâce à ses super pouvoirs, n'est-ce pas? »« Oh non, il a bien reçu la balle, et dans le ventre en plus, » affirma son grand-père, tout en contemplant les pages de ce livre qui semblait rempli de 1001 légendes fantastiques. « Mais il n'est pas mort quand même. » « Depuis quand les héros de mes histoires meurent-ils? D'autant plus lorsqu'il reste encore au moins 5 minutes d'histoire à raconter. » lança-t-il en regardant son petit-fils par-dessus la monture de ses lunettes de lecture avant de poursuivre. Alors qu'il avait déjà perdu beaucoup de sang et qu'il se sentait faiblir, que la froideur du sol et de la neige qui continuait de tomber le pénétrait, le jeune homme aperçut 3 silhouettes blanches et légèrement lumineuses s'approcher de lui. Ces êtres avaient une apparence humaine, mais possédaient une grâce qui n'était pas de ce monde. On aurait dit 3 anges. « Peut-on le guérir? » demanda l'un d'eux, qui semblait dans la trentaine. « Je crois que oui, et son heure n'est pas encore venue. Je sens qu'il a encore de grandes choses à accomplir. » lui répondit la plus jeune des 2 femmes qui l'accompagnaient. Elle s'assit à côté de l'homme blessé, dans la neige tachée d'un rouge terne, et versa une larme sur sa plaie, qui se mit à le brûler immédiatement. Elle avait un visage magnifiquement pur. Elle le regarda dans les yeux avec beaucoup de bonté et de pitié, et laissa échapper une 2e larme, puis une 3e et une 4e. Chacune d'elles faisait atrocement mal en tombant sur sa blessure, mais le regard soutenu et sans malice qu'elle posait sur lui le rassurait. Tandis qu'elle lui caressait les cheveux, elle se mit à pleurer plus intensément. Les larmes ruisselaient sur son visage, et personne n'aurait pu dire si elle pleurait de peine ou de bonheur. Bien que subjugué par sa beauté, le jeune homme s'évanouit de douleur pendant quelques minutes. À son réveil, ses 3 bienfaiteurs étaient non loin de lui et discutaient avec Grim, le Sasquatch. D'abord craintif, l'homme se demanda ce qu'il pouvait bien comploter. Mais il abandonna vite cette idée, car il ne pouvait imaginer que ces créatures angéliques puissent lui vouloir du mal. Les 3 inconnus s'exprimaient parfaitement dans la langue des Sasquatch. Lui aussi comprenait assez bien ce langage, assez pour saisir qu'il demandait à Grim de le transporter en lieu sûr afin qu'il soit soigné adéquatement. Exténué, le jeune homme tomba de nouveau dans les limbes. Il se réveilla à 2 ou 3 reprises pour s'apercevoir chaque fois qu'il se trouvait dans les bras poilus de ce Grim, qui marchait en toute hâte à travers la forêt dense, tandis que la petite neige s'était transformée en tempête. Il se réveilla une dernière fois lorsqu'il sentit qu'on le déposait sur un sol dur comme du béton. Il vit alors le Sasquatch s'éloigner en courant
et disparaître entre des voitures garées dans un stationnement. « Amenez une civière, vite! Préparez la salle d'opération. On a un blessé par balle. » entendit-il, alors qu'un infirmier touchait son épaule. « Tenez bon, monsieur, ça va aller. » Je savais qu'il s'en sortirait. Mais ce Grimm, ce n'était donc pas un Sasquatch meurtrier, alors? Demanda Tom. Évidemment que ce n'était pas un Sasquatch meurtrier, s'empressa de répondre son grand-père. Mais qui avait commis le meurtre dans le village? C'était ce braconnier au regard creux. Tony Burroughs. Ils l'ont coincé 3 ans plus tard et condamné à la prison à vie. Mais cesse de m'interrompre, mon histoire n'est pas finie. Le jeune chasseur de monstres, une fois sorti de l'hôpital et complètement guéri, ne pouvait oublier la créature angélique qui lui avait sauvé la vie. Il devint obsédé par elle et retourna plusieurs fois dans cette forêt et dans la clairière dans l'espoir de la revoir. Puis un jour, tandis qu'il s'enfonçait dans la neige jusqu'à la taille et que le froid commençait à l'envahir, la femme lui apparut, plus belle encore que la première fois. Elle accourut auprès de lui, et avant qu'il ait eu le temps de lui dire un seul mot, avant même qu'il ait compris qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, elle lui avoua qu'elle l'aimait de tout son cœur et l'aimerait toute sa vie. Elle l'enlaça, l'embrassa, le réchauffa. Non, elle n'était pas censée aimer un être humain, mais c'était plus fort qu'elle. Ainsi, pendant les 3 années suivantes, les 2 amoureux se donnèrent rendez-vous chaque jour dans cette clairière, qui devint le jardin de leur amour secret. Le jeune homme y construisit un chalet et le couple eut de beaux enfants d'apparence humaine. Mais par une soirée froide et humide, pendant que le jeune homme bûchait du bois, un étranger s'approcha de lui et lui demanda refuge pour la nuit. Lorsque les regards des 2 hommes se croisèrent, ils se reconnurent immédiatement. Le chasseur de monstres s'élança aussitôt vers l'inconnu, au regard creux et vide, dans le but de lui lancer sa hache, tandis que ce dernier sortait une carabine de sous son long manteau crasseux. Comme à leur première rencontre, le criminel ne tira qu'un seul coup, puis s'enfuit avec une blessure de hache à l'épaule, laissant le jeune amoureux auprès de sa bien-aimée étendue sur une mince couche de neige. Elle était soudain apparue et s'était placée dans la trajectoire de la balle, donnant sa vie pour l'homme qu'elle aimait. Elle eut beau lui dire que les gens de son espèce dépassaient rarement l'âge de la trentaine, il ne pouvait se résoudre à la voir partir, là, maintenant. Alors que le sang argenté de la jeune femme se solidifiait au contact de la neige, il la tint dans ses bras jusqu'à son dernier souffle de vie, et même bien longtemps après. « Ça peut pas finir comme ça !» s'exclama Tom. « Malheureusement, si. »« C'est une histoire vraiment triste, » murmura le garçon, ému aux larmes. « Je ne veux pas que mon père et mon oncle me voient pleurer. »« Ça n'a rien de grave, Tom. Tous les hommes peuvent pleurer, » dit le grand-père, en s'essuyant le coin de l'œil avec un mouchoir en tissu. « Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire, grand-papa? Je ne la comprends pas. » « Eh bien, peut-être simplement qu'il faut parfois se méfier de certaines gens, mais qu'il y a néanmoins dans ce monde des êtres purs et profondément bons. Il suffit de les trouver et de s'en faire des alliés. Peut-être aussi que cette histoire sert simplement à nous rappeler que le bonheur est parfois éphémère et qu'il faut donc profiter au maximum de chaque instant. » Au moment où John Riley terminait ses explications, la sonnette de la porte principale retentit. L'homme se dépêcha d'aller accueillir son fils Robert. Tom Riley revint à la maison la mine basse. Sa première journée d'école avait été une véritable catastrophe. Elle avait pourtant si bien commencé. L'enseignante était tout de suite tombée sous le charme du gentil petit garçon aux cheveux châtains, presque blonds. La situation s'était cependant rapidement retournée contre Tom, lorsque ses camarades de classe avaient décidé de lui accoler le titre de « chouchou de la maîtresse ». Puis, lorsque la cloche de la toute première récréation avait sonné, dans la bousculade, Tom avait accroché un vivarium contenant 6 grenouilles vertes bien visqueuses. Le contenant était tombé par terre, obligeant les élèves à rester à l'intérieur pour capturer les évadés.
Enfin, en mettant son sac à dos sur ses épaules à la fin de cette journée pitoyable, le jeune garçon avait involontairement frappé au visage une petite fille prénommée Olivia, et elle s'était mise à pleurer. D'ordinaire, Tom n'était pourtant pas si gauche, mais en ce jour si important, il avait accumulé les maladresses et ne s'était vraiment pas fait d'amis. Il entendait sa petite voix intérieure lui répéter sans cesse ces mots « gaffeur, bon à rien, chouchou ». Et ce, même s'il était sans doute loin d'être le préféré de son enseignante, après tout ce qui s'était passé. Arrivé à la maison, il laissa tomber son sac d'école à côté du porte-manteau de l'entrée et alla se réfugier dans sa chambre. À peine quelques secondes s'étaient écoulées que quelqu'un vint frapper à sa porte. « Tout va bien, mon chéri ?» Rien que par le bruit de la chute de son sac à dos sur le sol et par le son de ses pas rapides dans l'escalier, sa mère avait compris que sa première journée d'école ne s'était pas bien déroulée. « Ça pourrait aller mieux, » répondit Tom, avec un air abattu. Heureusement, Kate Riley était une mère aimante, qui savait trouver les bons mots pour consoler son fils unique. Son regard tendre et son assurance l'avaient déjà rassuré bien souvent au cours de sa vie. Et lorsqu'elle n'était pas entièrement convaincue d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour lui, elle lui demandait d'aller voir son père, qui la plupart du temps était affairé à bricoler dans le garage. C'est ainsi qu'après une conversation avec sa mère, Tom, encore un peu déprimé, se retrouva finalement auprès de son père. Un peu comme son fils, Michael Riley avait le regard très expressif. Parfois piteux lors des jours difficiles, parfois perçant et vif lorsqu'il était en colère, mais habituellement pétillant et empreint de curiosité devant la vie et tout ce qui se rapportait à la mécanique et à la physique. Ce jour-là, contrairement à son garçon, Michael Riley flottait littéralement sur un nuage. La veille, il avait reçu un merveilleux cadeau. Tom s'était d'ailleurs demandé ce que pouvait bien contenir ce gros paquet si pesant qu'avait apporté son oncle Robert. Une fois l'emballage défait, il avait vu son père se réjouir face à une longue et épaisse tige de métal zigzagant dans tous les sens. Il s'agissait en fait d'un vilebrequin, une pièce visant à réparer le moteur de la Mercury Custom qui croupissait en lamentable état dans le garage. De si loin que Tom pouvait se le rappeler, il n'avait encore jamais vu rouler l'imposante voiture ancienne. Tout joyeux, Michael Riley se préparait donc à installer enfin le nouveau vilebrequin. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Tom? »« Je sais pas trop, papa. Je crois que j'ai juste besoin de me changer les idées. »« Je connais un bon truc pour ça. Qu'est-ce que tu préfères? Du papier abrasif ou un marteau? » Ce jour-là, Tom apprit les rudiments du débosselage de carrosserie. Et aussi ennuyeuse que lui avait d'abord semblé la tâche de cogner du marteau sur une tôle fripée, elle lui permit néanmoins d'oublier cette pénible première journée d'école. Chapitre 2 – La disparition. Tom Riley marchait seul sous le soleil de plomb de la ville de Berkeley, où il vivait depuis sa naissance. Il en était toujours ainsi lorsqu'il retournait chez lui après l'école, ses quelques amis demeurant dans la direction opposée. Même si les examens de fin d'année approchaient, le jeune adolescent qui avait fêté son 14e anniversaire la semaine précédente avait d'autres préoccupations en tête. C'était d'ailleurs assez habituel chez lui. Souvent, il réfléchissait avec gravité à des sujets tels que la préservation de l'environnement, la pauvreté ou encore la guerre. D'autres fois, il rêvait plus simplement à des voyages autour du monde, dans des endroits fabuleux. Parfois, il lui arrivait de se fâcher contre lui-même, tant il avait l'impression que son cerveau faisait exprès de se focaliser systématiquement sur autre chose que la matière vue en classe. Cette fois, ses pensées portaient sur l'injustice, concept global qui lui semblait être à l'origine de la plupart des problèmes sur la Terre. Toutefois, comme sa matinée avait été suffisamment épuisante, il préférait se concentrer sur l'injustice présente autour de lui plutôt que de s'attaquer à des considérations plus vastes. Ainsi, il se demandait s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour son ami Justin, souvent pris à partie par des élèves plus costauds, bêtes et irrespectueux, ou encore pour son amie Bianca,
sujet de risée de certains jeunes plus nantis, se croyant au-dessus d'elle avec leurs vêtements de marque. Bien sûr, il s'était déjà interposé en parole plusieurs fois, s'attirant des moqueries à son tour. Mais que pouvait-il faire de plus sans aggraver la situation? Bien qu'il eût parfois le sentiment de réfléchir à des choses plus importantes que certains de ses camarades, Tom avait souvent la triste impression d'être quelqu'un de moyen, à tout point de vue. Il avait des cheveux châtains, des yeux pairs et n'était ni grand ni petit. Dans les cours, il avait toujours des notes dans la moyenne, sans plus. En éducation physique, il ne marquait presque jamais de points, mais n'était en cause que très rarement dans les défaites en sport d'équipe. Quoiqu'il ne fût pas très enchanté du fait de ne posséder aucun talent remarquable, Tom s'estimait au moins chanceux de passer plutôt inaperçu aux yeux des brutes de son école. Il se demandait d'ailleurs pourquoi les gens les plus déplaisants pouvaient si souvent faire la loi. Pourquoi pouvaient-ils impunément se moquer des autres? Pourquoi pouvaient-ils bousculer les plus gentils? Et en serait-il toujours ainsi, même à l'âge adulte, une fois les études terminées? Y avait-il toujours quelqu'un pour malmener ses semblables dans les milieux de travail ou même dans les maisons de retraite? C'est sur ces joyeuses pensées que Tom Riley tourna sur Hibiscus Street, la rue où il habitait. Celle-ci était la première d'un quartier de rues au nom de fleurs, telles que Jasmine, Tulip, Fuchsia et Marigold. La jolie maison des Riley était la plus ancienne dans le secteur. En quête de tranquillité, les parents de Tom l'avaient fait construire, avant sa naissance, dans ce coin paisible. Sise un peu en retrait de la ville à une certaine époque, pas si lointaine, elle était aujourd'hui entourée d'habitations valant 2 fois son prix. En guise de consolation, le boisé situé derrière la demeure était resté intact. Tom avait à peine franchi le seuil de la porte que son père l'appelait depuis le garage adjacent à la maison. « Je me suis mis les mains dans la peinture fraîche. Est-ce que tu peux m'aider à enlever mes souliers pour que je puisse aller me laver sans salir tout le rez-de-chaussée? »« Tu me dis souvent ces temps-ci que je dois apprendre à me débrouiller par moi-même. J'ai bien envie de te laisser t'arranger tout seul, » ricana Tom. « Mais ce serait trop méchant pour maman qui serait obligée de tout nettoyer par la suite. »« Michael Riley, pourquoi le lavabo de la salle de bain est-il encore rempli de rouille? » tempêtait Kate Riley en chemin vers le garage. « Ah, bonjour mon chou, tu es déjà de retour de l'école? Je t'ai préparé un bon dîner mexicain comme tu les aimes. » ajouta-t-elle, d'un ton mielleux tout en fronçant les sourcils, alors qu'elle levait les yeux vers son mari. En l'apercevant, la mère de famille eut toutefois peine à retenir son fou rire, tant son homme était crotté de la tête aux pieds. C'était toujours comme ça. Le père de Tom cultivait une profonde passion pour la mécanique et, parfois distrait ou maladroit, il parvenait à mettre un joyeux bordel dans toute la maison. Son épouse le grondait alors chaque fois, plus par obligation que par irritation, car au fond, elle prenait avec un grain de sel les éternelles gaffes de son mari. Comme chaque mercredi, Tom dînait en compagnie de ses parents, qui avaient tous deux congé ce jour-là. Michael et Kate étaient comptables pour une importante compagnie d'assurance, de San Francisco. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés alors qu'ils y étaient tous les deux en stage. Le destin, et peut-être aussi leurs compétences, avait fait que l'entreprise avait décidé de les garder tous les deux une fois leurs études terminées, leur permettant ainsi de faire plus ample connaissance. « Alors, ça a été ce matin à l'école? » demanda machinalement Kate, pendant qu'elle finissait de préparer une seconde tortilla bien piquante pour son fils. Elle était terriblement fatiguée, après une nuit presque entièrement passée au bureau à éplucher d'importants rapports. « Bah, comme d'habitude, ça aurait pu être pire, » laissa échapper Tom avec peu de conviction. « Et toi, papa, ça avance la voiture? » ajouta-t-il, rapidement pour changer de sujet. « Je ne sais pas, ça avance, ça recule. Disons que j'ai hâte au jour où cette voiture sera complètement rénovée une fois pour toutes. » Au fait, est-ce que vous allez vraiment avoir des vacances en même temps tous les deux cet été? Parce que j'ai pensé à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas quelque part, loin? En Europe, par exemple? À Paris ou à Londres? Lança Tom, sur un ton particulièrement enthousiaste. Tom,
Je sais que ça fait maintenant trop longtemps que tu attends ces vacances en famille, et nous aussi d'ailleurs, on en a vraiment besoin, mais pour l'instant, rien n'est certain. C'est compliqué au travail présentement, mais j'espère que ça va s'arranger pour qu'on puisse tous les trois passer du bon temps ensemble. » Michael Riley semblait un peu désarçonné, et surtout profondément désolé de ne pouvoir rien promettre à son fils. Il échangea un regard inquiet avec sa femme, puis celle-ci, pour se faire rassurante et positive, ajouta « Mon chou, on croit que les choses vont bientôt s'arranger, et c'est vrai que visiter l'Europe en famille, ce serait réellement formidable. » Tom finit son repas sur un goût amer de déception. Ses parents ne parvenaient presque jamais à se libérer de leur emploi plusieurs jours d'affilée, et à présent, il n'espérait plus vraiment que l'été qui approchait serait différent de ceux des dernières années. Tom avait déjà franchi la porte pour s'en retourner à l'école lorsque sa mère sortit en courant. « Ah, mon chéri, j'y pense. As-tu quelque chose de prévu avec tes amis ces prochains jours? »« Rien de particulier. Si je vais chez des amis, je t'appellerai pour te le dire. »« J'aimerais le savoir à l'avance, c'est très important. »« Pourquoi? Si j'appelle, vous n'avez aucune raison de vous en faire? » C'est compliqué à expliquer, mon chéri, mais j'aurais vraiment besoin de le savoir 2 ou 3 jours à l'avance si tu as des activités de prévues. Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours savoir où je me trouve et ce que je fais? Et maintenant, à l'avance en plus? Ça devient franchement lourd à la longue. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler mon chou ou mon chéri. Ou je ne sais quoi encore, parce que je n'ai plus 4 ans. Et puis, pourquoi tout est toujours si compliqué avec vous? Sur ces mots prononcés sèchement, Tom partit sans se retourner. L'après-midi ne s'annonçait pas très bien. À peine avait-il mis les pieds dans le couloir de l'école qu'il tomba sur son ami Justin aux prises avec les brutes Ted et Barney. Poussé par Ted, à l'intérieur d'un casier qui n'était pas le sien, le front ruisselant de sueur, Justin s'excusait auprès de Barney en se blâmant pour l'échec de ce dernier au plus récent examen de mathématiques. La situation était critique et humiliante, et c'était pourtant encore une chance que le gros Doug n'était pas là pour compléter le trio maléfique. « La prochaine fois, je te promets que je te donnerai uniquement de bonnes réponses. Je les contre-vérifierai d'abord auprès de Bianca, d'accord? Elle est encore meilleure que moi. » Justin avait de quoi paniquer devant l'intimidant point fermé que Barney tenait à la hauteur de son visage. La scène était triste à voir. 2 idiots se donnant en spectacle, quelques passants, impassibles ou pire encore, amusés, et un pauvre étudiant délaissé de tous. Cette fois, c'en était trop pour Tom, qui laissa échapper « Fous-lui donc la paix, Barney! » Un grand silence se fit soudain dans le corridor, et Barney se retourna lentement en faisant craquer ses jointures. « C'est à moi que tu parles? » demanda-t-il, sur un ton menaçant un peu raté, et avec une attitude théâtrale, comme s'il avait souvent pratiqué cette réplique devant un miroir. On aurait dit qu'il jouait un stéréotype de brute, comme s'il était dans un film, preuve absolue qu'il était bête, car ce sont bien rarement ces personnages qui gagnent en fin de compte dans les récits de fiction. « Ben oui, j'ai pris la peine de spécifier ton nom dans ma phrase, il me semble. Mais en fait, je m'adressais aussi à Ted. » Tom poussait son insolence d'une manière qui n'était guère plus brillante face à 2 gaillards furieux, mais au moins, sa première mission était déjà accomplie. Il ne s'occupait plus du tout de Justin. Celui-ci avait eu cependant la bien étrange idée de s'enfouir plus profondément encore dans le casier au lieu de se sauver à toutes jambes. « Alors, le petit Riley vient au secours de son petit Justin d'amour? » lui lança Ted, en envoyant des bisous ridicules dans les airs. « Approche qu'on en finisse. » À ce moment, Tom choisit spontanément de s'approcher des 2 garçons pour les laisser le tabasser. La tactique, si c'en était une, était plutôt risquée, mais il se disait qu'au moins, avec autant de témoins, les 2 gars seraient punis. Alors que Barney s'apprêtait à l'attraper par le collet, l'attention de Tom fut happée par un minuscule reflet dans les lunettes de Justin, qui se trouvait encore au fond de la case, devant lui, juste derrière son bourreau. Tom comprit alors que Doug arrivait dans son dos et qu'il risquait de recevoir un coup par derrière. À la dernière fraction de seconde, avant que Barney ne se saisisse de lui,
Tom se tassa et c'est Barney qui reçut un coup de pied directement dans les parties intimes. Le gros Doug venait de faire une entrée remarquée. Pendant que Doug s'excusait à demi-mot à Barney, tout en l'assaillant de phrases telles que « Mais tu devrais le retenir » et « Je lui aurais botté le cul, ça aurait été tellement drôle ». Ted agrippait Tom et Justin se sauvait enfin. « Allons, on se calme ici. Fini le brasse camarade », ordonna le directeur Abbott, triomphant. « Je veux vous voir tous les 4 dans mon bureau, et tout de suite. » « Je ne pourrai pas y aller, monsieur le directeur, j'ai trop mal. Je veux rentrer à la maison, » se plaignit Barney en pleurnichant. « Réfléchissez bien, monsieur Bronson. Mon bureau n'est qu'à 100 de pas, mais vous habitez à 15 minutes de marche de l'école. Oh, à moins que vous ne vouliez que je vous appelle un taxi. »« Oui, ce serait bien, » répondit Barney, en gémissant exagérément. « Hélas, je faisais de l'humour, monsieur Bronson. Messieurs Fowler et Crisp, ayez l'amabilité, je vous prie, d'escorter votre ami jusqu'à mon bureau. Question de faire travailler utilement vos muscles pour une fois. » Les murs du bureau du directeur Abbott étaient tapissés de plaques témoignant des nombreux prix littéraires et titres honorifiques qu'il avait reçus au cours de sa carrière d'auteur. Toutefois, comme peu de gens souhaitaient acheter des livres mélodramatiques portant tous sur la mort de sa mère adoptive, il avait dû se résoudre à aussi occuper le poste, qu'il considérait comme ingrat, de directeur d'un établissement d'enseignement. Dans une vitrine derrière son fauteuil, s'étalait glorieusement son impressionnante collection d'agrafeuses. Il en avait de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs et de toutes les époques. Alors, qui a commencé? Après un lourd silence, le directeur enchaîna. « C'est une blague, voyons. C'est évident. C'est vous, Tom. » L'homme éclata d'un rire qui ressemblait à un couinement de cochon. Avant de continuer, l'air tout à coup grave. « Jamais plus vous n'allez foutre le bordel dans mon école. C'est moi le capitaine ici, et je n'hésiterai pas une seconde à vous jeter par-dessus bord tous les 4, si vous vous avisez de recommencer. Je vous aurai prévenu. Et la prochaine fois, vous serez automatiquement viré de cette école, un point c'est tout. Et j'avertirai la police. M'avez-vous bien compris tous les 4? »« Oui, monsieur, » répondirent les 4 jeunes d'une seule voix docile. C'était probablement la première fois que Ted, Doug, Barney et Tom étaient d'accord. « Vous pouvez disposer tous les 3. Monsieur Riley, par contre, je n'en ai pas fini avec vous. » poursuivit le directeur d'un ton autoritaire, alors que Ted et Doug quittaient la pièce en compagnie d'un Barney plaintif. « Que puis-je pour vous, monsieur? » demanda Tom. « Je tiens à vous féliciter, mon garçon, » lança l'homme, une fois la porte de son bureau refermée. « Je suppose que vous avez essayé d'aider votre ami Justin. C'est très courageux de votre part, mais soyez prudent, car ces 3-là ne font pas dans la dentelle. Faites attention à vous, Tom. Vous pouvez y aller maintenant. »« Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. » Le restant de l'après-midi ne fut pas de tout repos pour Tom. D'un côté, les élèves malmenés par les fiers abras de l'école le remerciaient et le traitaient en héros libérateur, et de l'autre, il avait droit à des regards méprisants de la part des amis de Doug, Ted et Barney. Tout cela dans l'attente du moment inévitable où il croiserait de nouveau l'un de ces 3 infâmes personnages. Sans même vraiment chercher à réussir cet exploit, Tom parvint à les éviter jusqu'à la fin des cours. Sur le chemin du retour, l'adolescent ne se sentit guère plus à son aise. À dire vrai, un sentiment d'insécurité l'habitait. Tout au long du trajet, il eut l'impression d'être suivi. Plus il approchait de chez lui, plus il pressait le pas. Et plus le temps, entre 2 coups d'œil par-dessus son épaule, se raccourcissait. Lorsque finalement il arriva à la maison et qu'il referma la porte derrière lui, il éclata d'un rire nerveux. Personne ne l'avait épié, il avait seulement eu peur. En montant les quelques marches menant à la cuisine,
Tom se rappela soudain à la querelle qu'il avait eue avec sa mère quelques heures plus tôt. « Maman, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure, » commença-t-il sans plus attendre. Mais ni sa mère ni son père ne se trouvaient dans la maison. Après avoir fait le tour de chaque pièce, Tom jeta un coup d'œil dans le garage et dans le jardin et comprit qu'il était seul et que ses excuses allaient devoir patienter. Ses parents avaient dû s'absenter pour une quelconque raison. Toutefois, fait étrange, il n'avait pas laissé de notes sur le comptoir de la cuisine, comme il le faisait habituellement dans ce genre de situation. Une heure passa, puis une autre, et une autre encore. Ses parents n'étaient toujours pas revenus, et n'avaient ni téléphoné, ni laissé de message. Ils ne répondaient pas non plus lorsque Tom essayait de les joindre sur leur téléphone cellulaire. Ils ne pouvaient pourtant pas être allés bien loin, puisque leur BMW était garé dans la rue devant la maison. Tom, un peu inquiet, avait d'abord soupé seul d'un plat surgelé au goût douteux. Puis, pour passer le temps, il avait joué une partie d'échecs contre son ordinateur. Il commençait à faire les 100 pas dans le salon lorsque la sonnette stridente de la porte retentit. Chapitre 3. La vieille Mercury. L'adolescent se jeta sur la porte et l'ouvrit en toute hâte, sans même regarder qui était là. « Hé, si ce n'est pas mon neveu préféré, comment ça va ?» lui demanda Robert. « Eh bien, mais tu ne saurais pas où sont mes parents ?» répondit Tom d'un air soucieux. « Comment ça, ils ne sont pas ici ?» s'étonna son oncle en entrant. « Non, ils n'étaient pas à la maison quand je suis revenu de l'école, et je suis sans nouvelles d'eux depuis ce moment. Je n'arrive pas du tout à les joindre. » Ce n'est pas trop leur genre, pourtant. En effet, surtout que moi, je dois constamment leur dire où je me trouve. Ça en devient presque une obsession. « Ah oui ?» lui répondit Robert, en fronçant les sourcils. Depuis la mort de son grand-père, Tom n'avait plus que son oncle pour seule famille, à part ses parents. Ce dernier lui rendait visite tous les mercredis soirs, comme ce jour-là justement. Robert s'entendait bien avec son frère aîné et sa belle-sœur, et pour Tom, il était un oncle et un parrain toujours présents. Tom observait son oncle qui faisait le tour de la cuisine, puis du salon et des chambres à coucher, avec un air dont il n'aurait pas su dire s'il était concentré ou bien distrait. Tom lui demandait ce qu'il n'allait pas, mais il ne semblait pas l'entendre. Continuait de regarder un peu partout de ses yeux perçants. Puis, alors qu'il faisait dos à son neveu, Robert leva la main et lui lança « Chut! Pas maintenant !» Robert était à la fin de la trentaine. L'homme mince, aux cheveux bruns, savait imposer le respect et intriguer tout à la fois. Pour l'instant, il paraissait préoccupé, voire perturbé. Il examinait chaque objet de la maison, sans y toucher, et en reniflait certains, comme s'il était à la recherche de quelque chose de précis. « En passant, tu es en train de mettre de la terre partout », lui signifia Tom. Robert jeta un coup d'œil à ses vieilles godasses effectivement crottées. « Oui, je nettoierai plus tard », répondit-il nonchalamment, en reportant son attention sur un verre rempli de jus d'orange sur le comptoir de cuisine. « Tu en veux un? Il est très bon, j'allais le boire avant que tu arrives. »« Ah, c'est toi qui as rempli ce verre, d'accord. Non, je n'en veux pas. »« Est-ce que tu vas bien? »« Oui, je suis en pleine forme. » affirma son oncle bizarrement, trop enthousiaste, avant d'ajouter pour lui-même « Il n'y a aucune trace de lutte. » Je peux savoir pourquoi il devrait y avoir trace de lutte? Questionna Tom, dérouté. J'ai dit ça, moi? Non, je n'ai pas dit ça, nia Robert. Si, tu l'as dit. Non, je ne me rappelle pas. Viens avec moi, je vais jeter un coup d'œil dans le garage. En chemin, l'oncle de Tom passa un coup de téléphone. Ici, Robert Riley. Je suis avec le fils de Kate et Michael Riley, qui est sans nouvelles de ses parents depuis plusieurs heures. Cherchez à les joindre, s'il vous plaît. Merci. En allumant la lumière du garage, Robert espérait que la vieille Mercury Custom 1949, ayant jadis appartenu à son père, ne s'y trouverait pas.
Malheureusement, l'imposante auto noire trônait bel et bien au centre de la pièce, et Robert en ressentit un malaise qu'il eut du mal à cacher à son filleul. « Et que se passe-t-il, mon oncle? Et qui as-tu appelé? » demanda Tom, voyant son visage marqué par l'inquiétude. « Rien, tout va bien, » répondit-il d'un air absent, avant de se ressaisir. Robert colla ensuite son nez contre l'une des 3 petites fenêtres situées dans la partie supérieure de la porte électrique du garage. Il vit alors un buisson s'agiter de façon suspecte, à quelques mètres de la maison. Il ne lui en fallut pas davantage. Ses réflexions s'arrêtèrent net et il prit sa décision. « Monte, Tom, on va aller faire un tour. » dit-il avec un entrain qui sonnait un peu faux, tout en se saisissant de la clé de la voiture accrochée à un vieux clou rouillé. « Faire un tour? Je crois qu'il faudra attendre encore quelques années pour ça, » répondit Tom. « Papa n'a toujours pas fini de la débosseler et je pense que le moteur est mort. »« Ah, t'y crois? » rétorqua son oncle, avec un sourire en coin avant de faire ronronner le vieux 8 cylindres de la Mercury. L'adolescent était figé de stupéfaction et émerveillé d'entendre enfin, après toutes ces années, le moteur finement réglé de la vieille voiture américaine, à l'allure pourtant si négligée. Personne n'aurait pu soupçonner qu'une auto à la carrosserie aussi cabossée pouvait produire un son aussi régulier, à la fois si puissant et si doux à l'oreille. « Alors, qu'est-ce que t'attends? Monte? »« Comment est-ce possible? » s'exclama Tom en ouvrant la portière. « Et où on va? » interrogea-t-il, une fois assis dans le confortable siège de cuir du passager, imprégné d'odeur d'huile et d'essence. « On part à l'aventure, » répondit son oncle, la gorge nouée par l'émotion. Robert Riley se sentait désormais totalement responsable du bien-être et de la sécurité de son neveu. Mais le jeune Tom Riley ne perçut pas toute la gravité de la situation dans sa réponse. Pas plus qu'il ne se crut en danger à ce moment. « Boucle ta ceinture, Tom, » ajouta son parrain. « Et surtout, promets-moi d'obéir sans sourciller à tout ordre que je pourrais te donner au cours du trajet. Si je te dis d'aller te cacher sous ce drap sur le plancher à l'arrière, ou même de débarquer de la voiture et d'aller te mettre à l'abri quelque part sans moi, tu devras le faire. Compris? » C'était comme si tout l'univers de Tom venait de s'écrouler en un instant. Il comprit soudain que quelque chose de grave était arrivé. Robert savait bien que sa demande effraierait son neveu, mais il n'avait pas le choix. Il ne voulait pas risquer que l'ennemi bénéficie d'un effet de surprise total, car toute panique de la part de Tom pouvait les mettre tous les deux sévèrement en danger. « Écoute, Tom, on va aller voir des amis. Des gens que tes parents et moi connaissons bien. Ils auront sûrement des nouvelles de ton père et de ta mère. Mais dans le prochain quart d'heure, il faudra être très prudent, d'accord? » ajouta l'homme d'un ton ferme, en regardant son neveu droit dans les yeux. Ému, Robert embrassa ensuite son filleul sur le front. Tom versa une seule larme, et tous deux comprirent, dans leur silence respectif, qu'ils s'accordaient une complète confiance mutuelle. La porte de garage s'ouvrit, et l'imposante Mercury noire en sortit telle une panthère féroce, rugissant dans la nuit. « Attention au gros chien, mon oncle !» lança à la hâte le garçon. « Un chien? Je ne crois pas. » Une paire d'yeux luisants semblait les observer à une dizaine de mètres devant eux, à leur gauche, tout juste en dehors du rayon d'action de leur phare. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.